Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale. C'est le variant Omicron dont le nombre de contaminations ne cesse de progresser partout dans le monde, dans tous les continents, en Afrique, en Asie, en Europe. Il paraît que c'est le dernier variant. Dire que c'est le dernier variant... Ah non, c'est pas moi qui dis. J'ai entendu dire que c'est le dernier variant. Oui, c'est le dernier variant en date. Les virus, et surtout en l'occurrence, ce type de virus-là, il nous a déjà prouvé qu'il a une très forte capacité de mutation. Il est clair que, moi je pense que ce n'est pas le dernier parce qu'il va devoir s'adapter à la présence des vaccins et donc il ne serait pas... étonnant que peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on va trouver encore un nouveau type de variant qui se soit adapté notamment aux différents types de vaccins qu'on aura inoculés aux populations. Donc, comme il a cette capacité de mutation, donc d'adaptation, il va donc, pour sa propre survie, essayer soit de s'adapter, donc de changer, de muter encore pour pouvoir continuer à survivre, ou bien il peut entrer dans une phase de léthargie comme ça là pendant plusieurs mois voire plusieurs années et puis bim ressortir. Donc rien n'est impossible. On est là tout à fait dans des situations de probabilité. On ne peut faire que des supputations. On n'a aucun élément concret aujourd'hui qui puisse nous dire comment est-ce que ce virus-là pourra se comporter dans les 6 mois, dans les années à venir. C'est un peu ça qui est étrange, mais ce qui est vrai aussi, et malheureusement on n'en parle pas assez à mon avis, c'est que notre connaissance du virus a profondément évolué. Depuis 2 ans, notamment dans la prise en charge préhospitalière et hospitalière, on connaît déjà comment recevoir des personnes contaminées en fonction du fait qu'elles aient des comorbidités ou pas, et en fonction de leur état, si évidemment elles ont besoin d'assistance respiratoire ou bien si elles sont en phase de réanimation. On sait déjà aujourd'hui comment prendre en charge les personnes atteintes de la COVID-19. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez les chiffres des contaminations d'une part et des guérisons d'autre part, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque les chiffres de contamination augmentent, les chiffres de guérison aussi augmentent et les chiffres de décès baissent. Parce que aussi, dans ce cas-là, on a su faire baisser considérablement la mortalité liée à la COVID-19. Bien sûr, le niveau de mortalité zéro n'existe pas. Il y aura malheureusement encore toujours des victimes de la COVID, soit des personnes dues au fait que, y compris des personnes vaccinées, on a eu aussi des cas comme ça. Par exemple, Jacob Desvarieux, lui, il avait de trop fortes comorbidités, mais il était vacciné, il avait eu ses 2 doses. Malheureusement, il est décédé. Donc, le vaccin n'est peut-être pas la garantie à 100% que vous ne pourrez pas être contaminé ni contaminant, ni que vous ne pourriez mourir de la COVID-19. Tout dépendra de votre profil sanitaire au moment où vous serez contaminé. Donc ça, c'est une réelle. Mais quand on regarde les chiffres globaux, fort heureusement, la vaccination a quand même joué un rôle dans la limitation de la progression du virus, notamment en termes d'hospitalisation et surtout en termes de réanimation et de mortalité. Là, il y a eu un impact indéniable de la part des vaccins, même si maintenant, selon les chercheurs, on n'est pas tout à fait d'accord sur le niveau d'impact qu'a joué le vaccin. D'autres vont dire que les mesures barrières autres que celles que le vaccin édicté par le gouvernement, y compris les mesures extrêmes comme le confinement, ont également joué un rôle dans cette baisse de la vague des hospitalisations et la vague des réanimations. Maintenant, évidemment, on reste extrêmement vigilant, même si à mon sens, et je pense qu'il y a un pays qui a décidé de franchir le cap de l'immunité collective, c'est la Suède. La Suède a décidé que, évidemment, elle va continuer à énormément surveiller le niveau de contamination, mais il est hors de question qu'elle continue, qu'on revienne à un confinement, qu'on revienne à, par exemple, des mesures barrières trop restrictives, notamment, par exemple, à l'export du masque à l'extérieur. Eux, ils estiment qu'avec plus de 87% de la population qui a été vaccinée, ils estiment que là, maintenant, ils doivent essayer de faire jouer l'immunité collective et surtout améliorer
les prises en charge thérapeutiques, qu'elles soient préhospitalières ou hospitalières, et aussi également vulgariser la prise en charge d'autres traitements en dehors du vaccin et ceux donnés à l'hôpital. On sait en l'occurrence que durant cette année 2022, il y aura des traitements directement pour la Covid que l'on peut administrer, que l'on va administrer aux personnes, c'est-à-dire que dès que vous êtes détecté comme étant positif à la Covid-19, vous allez dans une pharmacie, on va vous prescrire des médicaments, vous allez à la pharmacie, vous prenez des gélules et puis hop, ça vous traite directement la Covid-19. Et mieux encore, on a même des autotests qui sont très répandus en Europe, qui permettent aux gens de ne plus aller faire des longues queues dans des laboratoires pour connaître leur statut sérologique. Et donc, ils vont directement, ils achètent en pharmacie, s'ils estiment qu'ils ont des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, ils vont dans les pharmacies, ils achètent ces autotests. Ça aussi, ça a pour effet de désengorger, comme je l'ai dit, les hôpitaux et les laboratoires et permettre déjà à la personne de commencer une prise en charge à partir de chez elle, dès qu'elle est informée, dès qu'elle sait qu'elle est déclarée positive. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui vont faire, à mon avis, avec bien entendu en amont le vaccin, qui vont faire que progressivement, même si vous entendez qu'on a une augmentation du nombre de contaminations, mais c'est, à mon sens, ce n'est pas ça qu'il faut véritablement regarder. Ce n'est pas moi le chiffre le plus important. Le chiffre le plus important, c'est de regarder le niveau d'hospitalisation, le niveau des réanimations et le niveau de guérison. C'est ça, évidemment. Et pour moi, depuis 2 ans, on a énormément fait des progrès dans ces différents domaines-là évidemment, pour moi, je ne vois pas, surtout en ce qui concerne les pays africains où, jusqu'à présent, on n'a qu'à peu près 64 000 et poussières décès, même si globalement, on n'est qu'à 1 million et quelques de personnes contaminées, y compris les contaminations actuelles liées au variant Omicron. C'est les chiffres de l'Afrique? Oui, ça, ce sont les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui est reconnu déjà mondialement comme étant le centre qui compile l'ensemble des résultats auprès des différents États à travers le monde. Donc, c'est vraiment un centre de référence pour le moment en la matière de statistiques liées à la COVID-19. Donc, ça, évidemment, c'est très encourageant, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que, évidemment, on doit baisser les bras, que les gouvernements ne doivent pas être vigilants. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, la ville de Yunzi en Chine, ou une ville d'1 million d'habitants qui vient d'entrer en confinement total parce que la Chine a découvert une 60aine de nouveaux cas positifs. Donc, évidemment, là-bas, c'est assez extrême. On a aussi en Allemagne, dans certaines villes, un retour, notamment à des confinements, notamment le week-end. La ville de Bombay aussi, qui est la capitale économique de l'Inde, et la ville de New Delhi, ces 2 villes-là vont entrer en confinement total tous les week-ends. C'est ce qu'a décidé le gouvernement Narendra Modi. Donc ça, on a évidemment des mesures qui, ça et là, varient. En France, on a mis en place des jauges, comme en Angleterre, notamment dans les stades et dans certaines cérémonies, en interne, comme en intérieur comme en extérieur, et d'autres mesures visant évidemment à accélérer la contamination, comment on appelle ça, la détection, accélérer également la vaccination chez les jeunes. Bon, moi personnellement, je ne suis pas pour, parce que étant donné que ce sont de nouveaux vaccins, on n'a pas véritablement le recul scientifique nécessaire pour connaître les effets à moyen ou à très long terme sur les enfants. Donc pour moi, étant donné que les enfants, quand on regarde les statistiques en termes de personnalité qui souffrent de comorbidité, évidemment, les enfants sont bien loin derrière les adultes et on sait que les enfants réagissent mieux au traitement contre le Covid que les adultes. Donc, véritablement, les enfants, même s'ils ont un facteur contaminant extrêmement élevé, mais on peut continuer, ce sont des effets que l'on peut juguler en mettant en place une politique adéquate, sanitaire adéquate pour protéger les enfants et protéger ceux qui sont autour des enfants. Donc, personnellement, je n'y suis pas pour, mais évidemment, chaque pays a sa propre politique sanitaire et la France, en l'occurrence, a décidé qu'à partir de 6 ans, on pouvait vacciner les enfants. Elle n'est pas la seule. En Angleterre, en Allemagne, plein de pays ont évidemment emboîté ce pas-là. Mais ce que je veux dire aux auditeurs, c'est qu'évidemment, il y a des chiffres alarmistes en ce qui concerne
le nombre de contaminations, il y a un rebond de contamination à travers le monde. En Europe, on parle de la 6e vague. Aux États-Unis, on parle de la 7e vague. Mais il ne faut pas être totalement alarmiste. Il faut regarder d'autres chiffres au-delà des simples contaminations. Lorsque vous regardez les taux d'hospitalisation, les taux de guérison et les taux de mortalité, vous voyez qu'évidemment, on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge des malades de la COVID-19. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante à prendre en compte pour le moment. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. La situation au Soudan s'est stabilisée? Oui, elle s'est stabilisée. On attend évidemment la mise en œuvre du nouveau gouvernement. Les ONG, si tu veux, l'opinion publique qui souhaitait le départ d'Hamdallah Hamdok, qui n'avait plus la légitimité ni le soutien du peuple, ont obtenu gain de cause. Et Hamdallah Hamdok a véritablement pris acte de la volonté de l'opinion publique en démissionnant. Maintenant, ça ne veut pas dire que les militaires, eux aussi, ont dit leur dernier mot. Ils ont certes perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Donc, il y aura encore des tractations et la composition du prochain gouvernement va être un excellent indicateur pour savoir à quel niveau des rapports de force se trouvent les deux parties, l'armée d'un côté et, si tu veux, la société civile, donc en l'occurrence les partis politiques et les ONG de l'autre. Et là, à partir de là, et surtout à partir de quelle date seront organisées les prochaines élections soudanaises, ça également, ce sera le deuxième indicateur qui va évidemment nous faire savoir dans quelle direction est-ce que les Soudanais ont décidé d'amener leur pays. Jean-Paul, l'élection en France, c'est du 10 c'est en avril. Oui, hier, aujourd'hui, c'est à 99 jours. Hier, c'était à 100 jours. Macron ne s'est pas encore proclamé. Non, il n'est pas encore. Mais ça ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il sera candidat. Il faut bien comprendre que pour le président en exercice, s'il déclare trop tôt sa candidature, ça peut lui retomber dessus dans la mesure où on va demander immédiatement qu'il soit traité comme les autres candidats, c'est-à-dire qu'il y a un temps limité de parole à la télé, etc. etc. Et donc, et tous ces actes seront considérés comme étant des actes de pure politique politicienne pour justement faire plaisir au peuple. Donc, il ne peut pas se déclarer un peu trop tôt candidat. Donc, il va essayer de le faire le plus tardivement possible. Comme là, ils viennent de rejeter le texte sur le pass vaccinal. Bon, là, ils ont rejeté c'est technique. Oui, là, c'est pas sur le fond. Parce que sur le fond, quand vous regardez les positionnements des différents partis politiques, qu'ils soient, si on enlève l'extrême gauche, si vous prenez la gauche, vous prenez le centre, vous prenez la droite, et vous enlevez aussi l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême droite sont contre le vaccin, mais pas pour les mêmes raisons. Mais si vous prenez la droite traditionnelle, le centre droite, le centre droit, le centre et la gauche, fondamentalement, ils sont tous pour le vaccin. Maintenant, évidemment, des gens comme la France Insoumise ne veulent pas du pass du pass sanitaire, parce qu'ils considèrent que ce pass-là restreint les libertés individuelles. Donc, c'est pour un plan purement idéologique. Si vous prenez le centre et la droite, pour eux, ils sont pour la vaccination. La droite et le centre sont pour le pass sanitaire, justement parce qu'ils estiment qu'étant des partis responsables, ils ont donc le devoir, pour le bien de la santé de la population, de leur imposer le meilleur traitement. Quelle est la position de Macron ? Parce que là, il a joué une fausse position. Non, en fait, Macron... Donc là, il est déjà en mode campagne. Mais il a toujours été en mode campagne. Dès lors que l'on rentre dans une année d'élection, on est en mode campagne. La seule chose, c'est qu'il ne le dit pas encore. Il ne le dit pas pour les raisons que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il risque d'être soumis au même traitement que les autres candidats. Et donc, à partir du moment où tu es candidat, tous les actes que tu poses seront analysés sous le prisme du candidat et non plus comme celui du président en exercice. Donc, c'est ce qu'il veut éviter. Et donc, il veut repousser cette échéance-là. Oui, le temps est court, mais attention, en 99 jours, il peut se passer énormément de choses. Si on repart 5 ans en avant, il y a 100 jours, Emmanuel Macron n'était pas le candidat idéal, le candidat préféré des Français. Tout s'est joué dans les quelques semaines qui ont précédé le premier tour de l'élection présidentielle. Donc, il faut le comprendre. Donc, ça a été précédé par... Qu'est-ce qui a favorisé ça ? Un, c'est le fait que François Hollande ait décidé de ne pas être candidat. Deuxièmement, c'est la chute de François Fillon avec son affaire de corruption, de costumes et autres. Donc, ce sont ces deux facteurs-là qui ont permis la montée en puissance d'Emmanuel Macron. Donc, là, on est à 99 jours.
tout aussi peut encore arriver. Il suffira de scruter. Pour le moment, il y a un élément qui s'est rentré dans... Il y a une actualité qui phagocyte la campagne présidentielle. C'est évidemment le Covid-19 avec le variant Omicron qui est à l'origine de la montée des contaminations, avec donc toutes les postures politiciennes que les candidats potentiels adoptent en ce qui concerne le pass sanitaire. Et c'est ça qui s'est passé hier. C'est-à-dire que hier, Valérie Pécresse, qui est la candidate des LR, qui officiellement est pour le pass sanitaire et pour le vaccin, a décidé de ne pas, disons, les membres de son parti ont décidé de voter un prolongement des discussions concernant le vote de cette loi-là, plutôt que de passer directement au vote. On sait que là, elle a plutôt été dans une posture politicienne, juste pour mettre un peu les bâtons dans les roues au gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est tout. C'est dans cette même posture-là, malheureusement, que... Jean-Luc Mélenchon aussi est tombé. Maintenant, la gauche, sous Anne Hidalgo, elle a préféré s'abstenir de voter. Et ça, je pense que c'est une position qui ne l'honore pas. Parce qu'en tant qu'un grand parti français qui se veut aussi un parti responsable, je pense qu'il faut il aurait fallu que le Parti socialiste prenne position. Or, en restant dans une posture de neutralité, en restant dans une posture d'abstinence en matière de vote, ça, à mon avis aussi, ça, c'est une posture qui les dessert et qui les desservira fortement, notamment lors des prochaines élections présidentielles. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.